On se retrouve pour une nouvelle capsule café sur le surentraînement. Je me mets volontairement devant le tableau pour pas que vous soyez distraits parce que j'ai dessiné pour la suite. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec des éléments de définition. Définition avec un S, on va voir que ça va être le nerf de la guerre. Alors quand on parle de surentraînement en français, surentraînement comme surcompensation, comme surconsommation, c'est quand il y a plus, quand il y a trop d'entraînement. Donc c'est plutôt connoté comme étant péjoratif, comme étant négatif, comme étant quelque chose de délétère. Et donc on considère qu'on s'entraîne trop, on génère beaucoup de fatigue, en tout cas on pense générer trop de fatigue, trop d'entraînement par rapport à quoi? Par rapport à ses capacités de récupération tout simplement. Donc on va chercher à s'entraîner moins pour diminuer la fatigue, pour récupérer éventuellement des performances, etc. etc. Oui, mais dans le monde de l'entraînement, si on veut parler de surentraînement, il est nécessaire de faire un détour par l'anglais. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Alors je sais, il y en a qui vont pas être contents, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans la littérature, si je cherche à traduire un surentraînement, je vais tomber sur overtraining ou overtraining syndrome, ce qui ne correspond pas à la même définition que celle que je viens de vous donner dans le langage commun, dans le langage courant. Et il va y avoir une nuance qui va être fondamentale, qui est en termes de temporalité. On va avoir des stades et on ne va pas tout de suite être en surentraînement. Et c'est ça qui va nous intéresser. D'où mon petit schéma ici. Vous avez ici la charge d'entraînement. Pensez à n'importe quel sport que vous voulez. On n'est pas qu'en musculation. On parle d'un point de vue général sur le surentraînement. Donc ça peut être du ski, ça peut être de l'endurance, de l'ultra-trail, j'ai du mal à parler ce matin, de la natation, du basket, ce que vous voulez. Si j'ai une charge d'entraînement qui est relativement faible, ici en bleu. Alors vous avez ici sur le temps, que je pourrais continuer pendant très longtemps en fait. Si je suis en sous-charge d'entraînement, si ma charge d'entraînement est tellement faible qu'elle n'est pas suffisante pour générer des adaptations, elle ne permet pas de perturber le système suffisamment, en fait, il n'y a aucun risque de surentraînement, il n'y a même pas trop de risque d'adaptation. Donc en fait, il se passe quasiment rien. Alors peut-être il y a un petit entretien, d'un point de vue santé, il se passe des choses intéressantes, etc. Il n'y a pas de fatigue, très peu, on n'a pas de stimulation suffisante. Si on a une stimulation plus importante, peut-être plus adaptée, suffisante pour perturber le système et générer des adaptations, on va pouvoir le faire pendant un temps relativement long avec une surcompensation, avec des effets bénéfiques. C'est parfois le cas des débutants, notamment en musculation ou dans d'autres domaines, mais qui peuvent progresser pendant très longtemps sans avoir à faire de périodes spécifiques de deload, de décharge pour diminuer la fatigue, parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Maintenant, si je continue peut-être avec un athlète un petit peu plus avancé et que ma charge d'entraînement continue à augmenter. Alors, pensez que ça peut être sur une carrière, ça peut être sur plusieurs années, c'est pas dans l'instant. Je continue à augmenter ma charge d'entraînement et je génère beaucoup de fatigue. Je vais pousser un petit peu dans mes retranchements, je me mets un petit peu dans le rouge. Ça s'appelle parfois du functional overreaching. Le tableau bouge un peu, donc c'est dur d'écrire bien. Je me trouve une excuse. Overreach, je vais chercher au-delà. Je vais me mettre dans le rouge, je vais en limite, voire un petit peu au-delà de mes capacités de récupération. Et pourquoi est-ce que c'est functional? Parce qu'en fait, c'est voulu. Pourquoi? C'est une stratégie dans le monde de l'entraînement qu'on utilise parfois en phase de peaking pour les powerlifters qui regarderaient cette vidéo éventuellement. On va augmenter volontairement le volume d'entraînement à proximité d'une échéance pour avoir par la suite, sur une période où je vais diminuer drastiquement le volume, parfois on parle d'affûtage, avoir un effet de surcompensation. Donc c'est prévu, c'est stratégique. Néanmoins, je me mets dans le rouge. Si je continue à rester dans le rouge, donc je continue à excéder un petit peu mes capacités de récupération, je continue à m'entraîner plus que ce que je suis capable de faire vraiment, sur un temps relativement long. Donc, sur plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, plutôt plusieurs semaines. J'arrive sur quelque chose qu'on va appeler non-functional overreaching. Donc là, dans cette phase-là, contrairement à ici, là où c'était prévu, c'était stratégique, là, on a excédé un petit peu trop longtemps, on a un petit peu trop de charge d'entraînement, donc on va pas réussir à retrouver au moment voulu nos capacités de travail, voire plus, avec l'effet de surcompensation. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est non-functional, c'est pas fonctionnel. Bon, c'est pas terrible quand on est ici. Si on poursuit dans le temps, alors on arrive sur ce qu'on pourrait appeler overtraining syndrome, donc du surentraînement à proprement parler, en tout cas dans le monde de l'entraînement. Et ici, c'est bien plus embêtant puisque ça peut être annonciateur de la fin d'une carrière sportive, pour des athlètes de haut niveau notamment. Il va falloir potentiellement des mois, voire des années pour récupérer totalement. Donc là, on n'est même plus sur une notion de performance, en tout cas pas que, on est aussi sur une notion d'équilibre physiologique, hormonal, santé, etc., etc. Donc, quand vous dites que vous êtes en surentraînement, ou quand moi je le dis, si je dis je suis en surentraînement parce que j'ai l'impression que je m'entraîne trop en musculation, dans mon cas, très souvent, en fait, vous êtes ici.
Donc bien souvent, quand vous pensez être en surentraînement, vous êtes plutôt ici en fait. Vous êtes en functional overreaching. Alors pas forcément volontairement, vous vous êtes pas dit je vais me mettre en functional overreaching, sauf si certains d'entre vous sont compétiteurs et que vous avez des périodes pré-entraînement où volontairement vous augmentez le volume par stratégie, hein, et peut-être que vous arrivez ici et vous savez que vous êtes ici. Par contre, pour les autres, quand vous êtes juste je m'entraîne beaucoup, je suis fatigué, j'ai l'impression que mes performances n'augmentent pas trop, etc. Bah, vous êtes probablement plutôt ici. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en général, vous allez avoir des signaux qui vont faire que vous allez vous entraîner moins, vous allez tenter de vous reposer plus pour ne pas basculer ici. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment ça se fait que du coup, il y en a qui basculent là? Eh bien parce qu'il y a des athlètes qui s'entraînent beaucoup. Il y a des athlètes pour qui c'est leur gagne-pain, pour qui c'est leur vie, pour qui il y a un enjeu de carrière, et donc qui sont plus à risque d'arriver ici. Vous avez aussi des sportifs qui sont, vous savez, accros, qui sont addicts à leur entraînement, et même s'il y a des signaux assez forts, même si le médecin par exemple va dire là il faut faire une pause ou il faut faire un stop, ou là il y a quelque chose qui est en train de s'installer, il faut récupérer, eh ben on n'écoute pas les conseils et on poursuit et on continue, et donc on se dirige tranquillement, lentement, vers éventuellement un syndrome de surentraînement. Alors, le syndrome de surentraînement, quand on regarde dans la littérature, c'est quelque chose qui est assez complexe à identifier. Il y a plusieurs facteurs. Ce qui revient de façon globale dans la littérature, c'est ce que je vous ai présenté ici, c'est qu'en fait, c'est plusieurs stades plutôt successifs, et donc on arrive dans le surentraînement, mais on tombe pas dans le surentraînement comme ça. C'est pour ça qu'en musculation classique, entraînement contre résistance, il y a peu de chances que vous soyez réellement ici. Vous allez plutôt éventuellement arriver là. Et certains sont là, d'autres sont ici. Alors ceux qui sont ici justement, la charge d'entraînement est adaptée. Pourtant, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas bien à progresser. Ils sont peut-être pas en surentraînement, ils sont peut-être en sous-récupération. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains, ce qui va pas, c'est pas la charge d'entraînement, c'est tout le reste. C'est-à-dire que le sommeil ne suit pas, la nutrition ne suit pas, et donc à partir de là, toute charge d'entraînement un peu décente, qui va générer de la fatigue et c'est normal, ne va pas pouvoir être tolérée. Donc là, le problème vient pas de l'entraînement. Je suis en surentraînement, je m'entraîne trop, je suis fatigué, je vais diminuer mes entraînements. Mais non, faut pas diminuer les entraînements. Il faut dormir plus, il faut manger plus éventuellement, il faut gérer mieux son stress, etc. Je sais, c'est facile à dire. Pourquoi les gens pensent tout de suite au surentraînement? Il faut que j'arrête de m'entraîner. Parce que c'est le levier le plus facilement actionnable pour eux, les entraînements. C'est facile de pas aller s'entraîner, de manquer un entraînement en disant là, c'est pour récupérer. C'est plus facile en général que de dormir 1 heure de plus. C'est plus facile que de mettre en place des stratégies pour mieux gérer son stress, etc., etc. Donc, on va facilement penser à ce levier-là, entraînement. C'est l'entraînement qui me fatigue, je m'entraîne moins. Alors qu'en fait, si ça se trouve, la charge d'entraînement, elle est OK. Par contre, il faut accepter de dormir plus, de manger de façon adaptée, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Vous mettez pas assez de calories dans la machine, c'est comme si vous mettiez pas assez d'essence dans votre voiture. Au lieu de faire le plein, vous mettez 10 litres d'essence, et puis vous faites les mêmes trajets, et puis là vous dites je pense que je roule trop avec ma voiture quand même, c'est pas adapté. Comment ça, tu roules trop avec ta voiture? Oui, tu vois, ça avance plus, quoi. Non, c'est pas que tu roules trop, tu fais tes trajets qui te vont bien. C'est juste qu'il faut que tu mettes de l'essence dans ta voiture pour que tu puisses faire tes trajets. Parce que si tu vas dans ce sens-là, c'est un peu une boucle négative. Tu vas arrêter de rouler, tu vas arrêter tes entraînements, tu vas diminuer. Oui, mais après, tu vas être là. Il n'y aura plus du tout d'adaptation. Hein. Oui. Donc le surentraînement, c'est une inadéquation entre la charge d'entraînement et vos capacités de récupération. Mais pensez bien que une charge d'entraînement décente, une charge d'entraînement qui va permettre de générer des adaptations, nécessite de mettre en place un certain nombre de choses d'un point de vue nutrition, d'un point de vue récupération, sommeil, gestion du stress, etc. Ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas quand vous avez de la fatigue, des contre-perfs. Vous êtes peut-être en train d'arriver ici tranquillement. Sachez que quand vous êtes là, il suffit de s'arrêter ou de ralentir ou de faire un deload, et qu'en l'espace de quelques jours, vous allez récupérer. Quand vous arrivez ici, ça peut être un petit peu plus long, il va falloir potentiellement peut-être plusieurs semaines, et quand vous arrivez ici, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être beaucoup plus long, donc ça peut être plusieurs mois, voire quelques années, voire jamais pour certains qui sont allés vraiment au-delà de leur capacité et qui n'arrivent pas à récupérer leurs aptitudes, leurs qualités, leur potentiel, etc., plutôt dans le monde à un très haut niveau en général. Donc concrètement pour vous, si vous entraînez contre résistance, si vous entraînez en musculation, et que vous avez peur d'être en surentraînement, à quoi faut-il faire attention? À vos performances surtout dans la salle, c'est-à-dire est-ce que vous réussissez à améliorer quelque chose, que ce soit en termes de répétition, en termes de charge, en termes de nombre de séries. Si c'est le cas avec des répétitions standardisées, j'entends, même si vous vous sentez fatigué, vous n'êtes probablement pas ici encore, parce que vous êtes en capacité de faire de la surcompensation. Donc vous récupérez de vos entraînements puisque vous réussissez à faire mieux. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de compensation qui soit faite. Il ne faut pas qu'il y ait de modification dans le tempo par exemple. Si par contre, vous notez que vous avez une régression au niveau des performances, sans pour autant que vous ayez nécessairement dormi moins,
mangé différemment, qui a eu beaucoup de stress, etc. Alors oui, il va falloir réfléchir à c'est normal ou c'est pas normal, ça fait partie du plan ou ça fait pas partie du plan. Si ça fait pas partie du plan, eh bien il va falloir diminuer. Alors soit faire un deload, diminuer le volume d'entraînement, diminuer l'intensité. En général, sur le temps globalement d'une semaine, ça peut suffire pour retrouver ensuite des capacités de travail et repartir éventuellement sur un nouveau mésocycle. Moi, c'est ce que je fais souvent avec les personnes que je suis. La clé par la suite sera d'accepter de ne pas repartir trop vite et de ne pas vouloir refaire les dernières performances que vous aviez à la fin du mésocycle précédent. C'est souvent ça qui est plus difficile à faire parce qu'on a l'impression de régresser. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, ça fait partie de la progression. C'est souvent plutôt ça ce que je viens de présenter là pour des personnes relativement avancées, en tout cas pas des grands débutants, personnes intermédiaires ou personnes plus avancées. Les débutants vont pouvoir en général, progresser relativement longtemps, sans nécessairement qu'il y ait besoin de faire un deload, etc., etc. J'espère que cette capsule café vous aura éclairé un petit peu plus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais, il y a un petit peu d'anglais, mais I'm here for you if you need me. Insupportable. Insupportable.